Plus on avance, plus il se dévoile, plus le mythe s'effondre. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Le lion a vraiment perdu ses dents. Quand on écoute ça, ça donne envie de paraphraser le président Laurent Gbagbo. Devant, c'est maïs. En face, c'est maïs. En face, c'est maïs. Je n'aurais jamais pris sur moi de répondre à une telle accusation, une telle diffamation, si cela se limitait aux joutes traditionnelles et trop souvent haineuses des réseaux sociaux. Mais là, il s'agit tout de même de Anne-Sophie Havé, ambassadrice pour la diplomatie publique de la France en Afrique, nommée par le président Emmanuel Macron en personne, qui parle sous serment devant une commission au Sénat français. Et sous serment, s'il vous plaît. Je vous invite, Madame l'ambassadrice, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Madame l'ambassadrice, soit vous avez sciemment menti à la commission, ce qui est grave et condamnable par la loi, soit vous êtes vraiment ignorante de la réalité du terrain, de l'environnement que vous êtes censée connaître. Ce qui explique la gravité de la détérioration de l'image de la France à l'international. Une chose est certaine, vos 40 minutes d'audition illustrent, s'il était encore besoin de le mentionner, le fossé qui vous sépare de la vérité du terrain subsaharien. Elles illustrent les raisons de l'échec de votre mission. Vous êtes hors sol. Mentir est extrêmement facile, puisqu'on n'a pas besoin de démontrer que c'est vrai. Il suffit de mentir. Mais pour débunker et pour démonter un mensonge, eh bien, il faut pouvoir donner des chiffres, il faut pouvoir donner des éléments tangibles, et ça prend beaucoup plus de temps. Je suis d'accord avec vous sur cette assertion, mais nous allons essayer de vous faire mentir sur ce coup, encore une fois, en apportant la vérité, la vraie, qui va corriger l'énorme mensonge que vous avez libéré. Parce que les temps ont changé, Madame l'ambassadrice. L'époque est révolue où les autres n'avaient pas droit à la parole, où ce que disait l'occidental était parole d'évangile. Vous êtes manifestement atteinte du syndrome Bush, pour qui, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors vous êtes contre moi. Je dis que sur nos médias de France Média Monde, il y a des éditorialistes, il y a des journalistes dont le discours est totalement dans la ligne de la propagande anti-française. Depuis un certain temps, on a vu se développer un discours très officiel qui veut que toute personne qui critique l'action de la France, ses interventions en Afrique ou dans le monde, les choix opérés par Paris à l'international, les propos du président Emmanuel Macron, tiennent un discours anti-français. Il ferait de la propagande anti-française, du French bashing. Ça s'appelle de la paresse intellectuelle. À moins qu'avec vous, les responsables de la communication des nations du Nord aient simplement adopté la politique de l'autruche, qui consiste à enfuir la tête dans le sable pour ne pas regarder la vérité en face. Molière disait que sans la liberté de blâmer, il n'était point d'éloge flatteur. Madame l'ambassadrice, critiquer une action, une mauvaise politique, une décision négative ne fait pas de l'auteur un anti-français. Si c'était le cas, je pense que vous aurez beaucoup de mal à arriver au bout de l'inventaire. La liste serait longue, très longue des anti-français. Elle commencerait au sein même des leaders nationaux qui, chaque jour, dans leur lucidité, expriment leur désaccord avec les choix faits par les autorités. La France ne peut pas, à la fois, accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de deux poids, deux mesures. Je le dis sans embâge, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue parce que sur le front du boulevard Saint-Germain,
On est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. Hein ? 1 demi-million. Par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique ? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est notre politique de double standard. Elle est plus supportée en Afrique, plus du tout. Le coup d'État au Tchad, c'est très bien. Le fils Déby prend le pouvoir, c'est un coup d'État, puisqu'il suspend les institutions. Avec l'accord des Français. Avec l'accord des Français, avec la présence du président. Qui légitime. Exactement, qui légitime le coup d'État en allant sur place. Et puis vous faites 1500-2000 km vers l'ouest, vous allez au Mali, et puis là vous dites, ah bah non, le coup d'État c'est pas bien, la junte n'a aucune légitimité, c'était les propos de Jean-Yves Le Drian. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. J'en peux plus de ce discours de nos valeurs, hein, nos valeurs que nous voulons imposer au monde entier, nos valeurs. Mais on ne fait pas la guerre simplement pour ces valeurs, sauf quand on vient chez vous, essayer de vous imposer les valeurs des autres. Mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent? Non mais où est-on là ? C'est sérieux. Quand on est président de la République, il faut avoir de la maturité, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la prudence. Parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire, puis demain votre ennemi, il faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palos sur la gueule. La France aujourd'hui, avec Macron, n'est plus respectée sur la scène internationale. Macron a tendance à vouloir donner des leçons à la terre entière, à tout le monde, et il a tout le monde contre lui. La France de Macron n'est plus respectée. Et je dois dire que je suis quand même absolument stupéfait sur le plan politique de voir qu'une partie des élites françaises continue encore à soutenir un pouvoir qui est discrédité sur la scène internationale. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant « nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques », parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Moi je pense qu'on s'est battu pour la France. Je pense que parfois c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. Qu'est-ce qui vaut que ces soldats engagent ma responsabilité en tant qu'individu, en tant que citoyen français, en allant tuer des gens? Il y a des modes opératoires qui sont dépassés en Afrique. Et vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça c'est une erreur. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. On va arrêter ici la liste des anti-français, des auteurs du French bashing. Sinon, nous serons encore là pendant quelques jours à écouter leurs déclarations, leurs récriminations des choix de Paris. Je suppose que pour vous, Madame l'ambassadrice, seuls eux ont la légitimité de blâmer, seuls eux ont le droit d'exprimer tout haut leur désaccord. C'est vrai qu'on ne peut guère les soupçonner d'être anti-français, de tenir des discours contre leur pays. Nous, Claudie Siard et moi, si. On n'a pas le bon teint. Sinon, comment l'expliquer autrement? Les faits sont têtus, madame. Et devant la commission d'enquête, on voit comment vous avez du mal à citer les noms des journalistes coupables de French bashing lorsqu'on vous l'exige. En off, c'est plus commode. Pas en on. Là, notre grande ambassadrice perd un peu pied. Elle ne s'attendait pas à être ainsi bousculée, puisque l'accusation, la diffamation en off, dans le cadre de la chasse aux sorcières, est plus aisée, plus facile dans le secret d'un bureau où on charge l'autre. On doit faire ça entre nous. Sauf qu'il s'agit d'une commission d'enquête qui a choisi, chose louable, de rendre les choses publiques. Alors, Madame l'ambassadrice, sous pression, lâche le morceau. Ce qui se dit en off depuis des années. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont
pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Et voilà, c'est dit, Madame l'ambassadrice. Vous m'apprenez que mon rôle au sein de RFI était de faire la promotion du partenariat positif entre la France et l'Afrique. Je n'ai pas lu ça dans mon contrat d'embauche et personne ne me l'a demandé pendant les 32 années que j'ai passées dans cette maison. Au moins c'est clair. Ce que vous attendez du journaliste de cette grande maison, c'est de faire la promotion de la France auprès des Africains. Désolé, ce n'était pas mon job. Et je me réjouis du fait que personne dans l'administration de France Média Monde ne me l'ait demandé. Je ne pense pas que vous rendez service à ce média en exprimant ainsi ce que vous en attendez. Les confrères sur place n'étaient pas tous au courant de la mission, manifestement. Cela ne contribue pas à maintenir sa crédibilité. Je me réjouis que certains de ces dirigeants vous aient rappelé les règles déontologiques qui régissent le métier de la presse, même si vous en avez été déçus. L'action, c'est d'interroger ces médias en disant « est-ce que c'est bien normal ?» Et ils nous répondent « il y a une liberté de la presse. Il y a une liberté éditoriale. » C'est un bon point pour les responsables de RFI, même si vous le déplorez. Encore une bourde qui s'inscrit déjà dans celle déjà célèbre du président Macron. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Notre audiovisuel extérieur français, il est à l'image de la France, c'est-à-dire il donne la parole à toutes les opinions, y compris celles qui vont être anti-françaises. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas de la BBC, qui va vraiment avoir résolument pris un parti qui est de dire, voilà, la BBC va diffuser de l'information telle que nous, Britanniques, nous la voyons. Et donc on regarde la BBC et nous avons l'image telle que les Britanniques le voient. Ça va faire plaisir aux Britanniques d'apprendre qu'ils font de la propagande, contrairement à la presse française. On ne peut pas plus s'enfoncer, c'est la grande noyade. En plus, ce que dit Madame l'ambassadrice est totalement faux. Partout dans la presse mondiale, qui paye commande. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire diplomatique? que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Autre remarque que la commission d'enquête doit mentionner, autre mensonge qui m'éclaire mieux sur l'origine de la rumeur persistante qui court sur ma personne. Vous dites sans sourciller que je conseille les chefs d'État en Afrique. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Figurez-vous, madame, que j'aurais aimé que ce soit vrai. Conseiller des chefs d'État en Afrique serait un réel honneur pour moi. Surtout lorsque l'on sait combien cette fonction de conseiller est courue par les dirigeants occidentaux, les anciens chefs d'État, les anciens ministres, les anciens ambassadeurs et chefs d'institutions internationales qui écument les palais subsahariens sans aucune connaissance des réalités locales et qui proposent souvent des idées vaseuses et des documents foireux, inadaptés pour toucher de gros cachets. Ils installent même leurs fondations, leurs instituts dans les chancelleries. Ça ne choque personne. C'est même une tradition assumée. Croyez-moi, si cela m'était proposé, je le vivrais comme un honneur, une reconnaissance de mon parcours, parce que cela me permettrait de rendre utile et impactant ma petite expérience sur le continent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et si vous en connaissez qui ont besoin de mes conseils, n'hésitez pas à me les recommander. J'apprécierais. Même si vous évoquez ces chefs d'État avec une certaine condescendance, alors que vous leur picorez dans la main à la première occasion. En attendant, figurez-vous que je travaille sur autre chose de plus impactant. Si vous aviez mieux préparé votre audition, si le but de ces témoignages devant la commission d'enquête était de faire avancer votre cause de façon positive, vous sauriez sur quoi je travaille depuis plusieurs années maintenant, avec un groupe d'Africains de tous horizons, dans Mansa. Vous sauriez que j'ai fait le choix personnel de démissionner de RFI pour me mettre résolument au service d'une cause, celle de penser l'Afrique autrement et de participer à faire entendre notre son de cloche, notre narratif à nous. C'est de faire des propositions pour faire avancer notre continent. Pourquoi nous ne serions-nous pas capables, nous, Africains, de mettre en place un système propre qui nous permettrait d'être tournés vers le futur, mais ancrés dans le passé, sur ce socle que constituent nos légitimités. Donc je pense que sincèrement, personne n'a de leçons à nous donner. Nous devons nous-mêmes savoir où aller et garder le cap. Ça peut paraître abstrait, incompréhensible pour un Européen dont les ancêtres ont posé de solides bases pour la construction de sa société, d'intégrer l'engagement d'une personne au service d'une telle cause. Je le comprends.
Mais nous avons un continent à construire. Chacun doit y jouer sa partition. Ma génération et celle de mes aînés, nous avons échoué à le mettre en ordre de bataille. Nous devons au moins avoir la décence, la correction, le devoir d'aider nos enfants à comprendre nos faiblesses, nos erreurs, à les décomplexer et à leur donner un cadre où ils discutent et réfléchissent à des solutions sans complexe. Si vous preniez moins souvent vos informations dans les halls et lounges des hôtels internationaux auprès des expatriés désœuvrés qui disent souvent n'importe quoi sur les pays qui les accueillent sans connaître les populations avec lesquelles ils n'ont très souvent pas de contact, vous auriez été au courant du travail de Mansa, qui est désormais installé dans le paysage panafricain avec une ferme volonté de proposer des solutions qui nous conviennent, qui ressemblent à nous, qui sont en adéquation avec notre société. Et ceci dans tous les domaines. Me réduire, moi, à la seule propagande contre la France est insultant et traduit le manque de sincérité qui sous-tend votre démarche. Madame l'ambassadrice, la cause africaine ne saurait se limiter au seul débat sur la France dans un monde où l'Afrique est au centre et où tout le monde gravite autour d'elle. La France, dans cet environnement, est certes une puissance, certes un partenaire potentiel, mais elle reste quantité négligeable dans l'équation, dans laquelle nous sommes désormais inscrits. Faites cet effort de voir les choses ainsi. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, les Africains voient global. Aujourd'hui, vous avez quand même une variété d'offres de partenariats. C'est ce que j'allais dire, madame. Que ce soit la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, on va être ouvert à voir ce qu'il y a comme bénéfice pour nous. Et ça, c'est une chance pour l'Afrique? Absolument. Ou un risque? C'est une chance. C'est une chance, vous le savez. L'économie, la position monopolistique, c'est jamais bon pour le consommateur. Alors là, il y a une ouverture du point de vue du partenariat. Avant, et avec l'Europe, maintenant, il y a d'autres possibilités. Des partenaires qui sont un peu plus liquides que l'Europe. C'est aussi ça la réalité des choses. Et dans cet esprit, notre travail n'est pas contre un pays ou une entité. C'est trop réducteur. Nous travaillons pour l'Afrique, pour les intérêts de ce vaste continent. Celui qui ne l'a pas compris restera sur le carreau. Ni Claudie Siard, ni moi ne sommes inscrits dans le French bashing. Nous sommes pour l'Afrique. J'espère que vous saisissez la nuance. Elle est énorme. Sinon, prenez le temps de visiter nos plateformes. Vous verrez à quel point les thèmes, les sujets, les commentaires sont diversifiés. C'est toujours bien de travailler son sujet lorsque l'on a une telle responsabilité. Le mensonge peut être lourd de conséquences pour vous. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Assurément. Et là, vous avez pris l'ascenseur. Certains chefs d'État nous disent comment vous pouvez tolérer des propos comme ça sur des médias français, fussent-ils médias de l'audiovisuel étranger. Je suis un peu gêné lorsque vous lâchez un tel brûlot, une telle information, que cette commission d'enquête n'insiste pas autant qu'elle l'a fait pour nous et vous demande de citer ces chefs d'État africains qui vous reprochent de laisser dire du mal de la France sur les antennes de France Média Monde. Cela aurait été intéressant de vous entendre les nommer, même si globalement on connaît 3 ou 4 nègres de salon dans nos chancelleries capables de ce type de démarche. Ça nous est reproché dans un certain nombre de pays parce qu'ils considèrent que nous faisons que RFI, à travers certaines émissions, certains éditorialistes, certains journalistes, va faire une propagande anti-française. Et c'est très mal compris de la part de certains de nos partenaires, de certains chefs d'État en Afrique. C'est dommage qu'on ne soit pas allé un peu plus loin pour demander gentiment leur nom, pour que cela soit public comme on l'a fait pour Claudie Siard et moi. Mais dans le même temps, on les connaît bien. Hein. Je parlais bien de celle-là et d'éditorialistes qui, sur RFI par exemple, étaient nos pires détracteurs. Et qui ont, grâce à leur présence sur ces médias, une certaine notoriété. Regardez ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, on est dans la propagande anti-française. Or, ils sont crédibles puisqu'ils sont sur des médias que nous finançons. Chère Madame l'ambassadrice, nous avons gagné notre notoriété, notre crédibilité grâce à notre présence sur l'antenne de RFI. C'est une évidence. Et on en est content. Mais si RFI nous a retenus aussi longtemps sans discontinuer sur ces antennes, avec une telle exposition, ce n'est pas par charité. C'est bien parce que nous faisions de l'audience. Nos magazines ont toujours eu un succès renouvelé et ont contribué à crédibiliser RFI auprès de ses auditeurs. C'est donc un échange gagnant-gagnant et certains en Afrique nous reprochent d'ailleurs. Alors le crédit dont nous bénéficions, nous l'avons construit par la qualité de notre travail. Autrement, nous n'aurions pas passé une trentaine d'années, Claudie Siard et moi, en prime time sur ces antennes. En ce qui me concerne, 32 ans, dont 16 en quotidienne et 16 en bi-hebdomadaire, parfois avec 3 magazines différents dans la même semaine. Médias d'Afrique, Archives d'Afrique et Afrique Plus. Et plus tard, le débat africain. C'est un record sur cette antenne. Et tenez-vous bien,
sans aucune plainte ou procès en diffamation, alors que je faisais des émissions sensibles de politique et d'histoire contemporaine. Alors, la crédibilité, je crois la mériter largement par mon travail. Et je suis parti volontairement pour faire autre chose de plus intéressant pour moi. Mes patrons en redemandaient, figurez-vous. Et Claudie Siard, qui est là depuis aussi longtemps que moi quasiment, malgré vos pressions, personne n'a osé lui demander de partir ou diminuer son temps d'antenne. Ce qui traduit le poids qu'il représente et le bénéfice qu'en tire RFI. On sait la pression que vous exercez dans le sens de le voir partir. Et puis vous écoutez parfois des éditos de Claudie Siard, ou vous écoutez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, et vous vous dites que c'est pas tout à fait acceptable non plus. Au-delà de ces accusations sur nos personnes, ce qui est encore plus insultant pour les Africains, c'est cette propension à mettre toutes leurs réflexions, toutes leurs remarques sur le compte de la propagande russe. Ils seraient tous sous influence de Moscou, Pékin, Ankara et même Téhéran. Une infantilisation qui traduit le regard, la perception que vous avez, Madame l'ambassadrice, de l'Africain, et avec vous, vos patrons. Madame l'ambassadrice, depuis la colonisation, beaucoup doit couler sous les ponts. Il va bien falloir vous faire à l'idée que l'Africain n'a pas besoin d'une quelconque influence extérieure pour développer sa pensée. Nous avons été, ceux de ma génération et celle de mes aînés, influencés par la pensée venue d'Occident, par l'éducation, par la culture, par les médias. Nous avons fait de vos vérités les nôtres. Nous avons passé notre vie à les assimiler, à en être des ambassadeurs zélés. Il fallait que l'on pense et agisse selon vos valeurs, selon votre culture, pour trouver grâce à vos yeux. Nous sommes tous devenus des êtres mimétiques. L'intellectuel était celui qui pouvait citer Kant, Descartes et autres Voltaire, Molière, Verlaine, Racine et j'en passe, ou encore celui qui maîtrisait la pensée keynésienne et autres économistes européens des temps immémoriaux. On se sentait grand, intelligent, lorsque l'on maîtrisait la pensée d'un Adam Smith, d'un David Ricardo, d'un Thomas Malthus, des concepts certes importants dans votre environnement, mais totalement inadaptés aux nôtres, qui n'ont permis à aucun de nos pays de procurer le bonheur à ses populations. Seulement, à la faveur de l'ouverture du monde, à la faveur des brassages, des rencontres, des guerres faites à vos côtés, nos enfants plus aguerris, plus cultivés, sont débarrassés de ces complexes. Avec les réseaux sociaux, les rencontres, ils n'avalent plus religieusement vos concepts, vos idées, vos positions. Vous avez certainement loupé un épisode de cette profonde mutation. Il va falloir, Madame l'ambassadrice Havé, que vous compreniez qu'en matière de propagande, la France et avec elle l'Occident n'ont vraiment pas de leçons à nous donner. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Nous avons été nourris à votre propagande depuis tellement longtemps que vous avez fini par être persuadé, vous-même, qu'elle est la seule vérité. Ouvrez les yeux. Le rejet dont fait l'objet la version occidentale des convulsions du monde vient d'un fait. Nous n'avons vécu que sous l'emprise de votre propagande. Et comme dit un adage, chat échaudé craint l'eau froide. Je vous fais un petit assortiment de cette propagande à laquelle nous sommes soumis au quotidien, à travers les médias que vous considérez comme les plus crédibles, et de la part des dirigeants qui nous font la leçon. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope. Saddam Hussein already possesses 2 out of the 3 key components needed to build a nuclear bomb. Un aveu qui a été fait cette semaine, la semaine dernière, par le secrétaire américain Blinken. En parlant, je crois, au Congrès, il a dit que 90% de l'argent que les Américains, soi-disant, ont donné à l'Ukraine ont été dépensés aux États-Unis. C'est-à-dire, ils ont financé leur propre complexe militaire industriel. Et là, c'est ça le secret de la guerre. Les Américains mènent des guerres pour s'enrichir. The biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. A lot of people put their reputations on the line and said, the weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. It wasn't just people in my administration, and that's not a do-over. But I wish the intelligence had been different, I guess. Madame l'ambassadrice, pendant tant de siècles, tous ces mensonges savamment distillés étaient des vérités évangéliques pour nous, Africains. Nous n'avions pas d'autre source d'information que les vôtres. Nous vivions donc au rythme de cette manipulation. Une insidieuse propagande qui a installé en nous une mentalité d'assistés, de suiveurs, de losers. Les outils de cette propagande que vous dénoncez aujourd'hui étaient à la fois l'école, mais surtout les médias que nous suivions quasi religieusement. Des médias qui nous ont appris, par exemple, que Bokassa était un cannibale. Cela ne venait à l'esprit de personne d'entre nous qu'il s'agissait là d'une cabale pour se débarrasser de lui au moment où il était devenu gênant. Les mêmes médias qui nous ont dit, dans les années 60,
que Nelson Mandela était un dangereux terroriste. Des médias qui nous ont fait comprendre que l'action des Alliés en Libye était une opération humanitaire pour sauver le peuple du dictateur Muammar Kadhafi et que l'objectif était d'y installer la démocratie. Des médias qui nous ont fait comprendre que l'engagement dans le Sahel avait pour seul objectif la lutte contre le terrorisme. The Iraqis said that they were in the resistance and they held their eyes open and put lit cigarettes into their eyes. My name is Nayira and I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. C'est pas les infirmières, là, c'est la fille de l'ambassadeur de Washington. Oui. C'est un bon exemple des mensonges qui ont été distillés pendant toute cette période. Quand on a souvent été aussi loin de la vérité, comment voulez-vous que l'on continue de vous croire? Alors abstenez-vous, madame, de parler de propagande. Ne parlez pas de corde dans la maison du pendu, s'il vous plaît. Nous, Africains, avons une autre lot de propagande. Et même si c'est chaotique, même si c'est bourré d'infox, les réseaux sociaux sont venus rétablir un certain équilibre. Ils nous ont donné de voir d'autres vérités et nous exprimer à notre tour. Now, Congressman, across the board, like I said, we are losing the disinformation from the Russian Federation. Ces anti-français, ces panafricanistes ont été repérés par les Russes comme ayant des plateformes déjà avec une certaine visibilité et sont devenus des proxys et ont été approchés a posteriori. Le nouveau discours qui est devenu viral dans les administrations occidentales est de pointer du doigt les Russes dont la propagande asservirait les Africains. L'argument est à chaque fois le même, la propagande russe qui fait du tort à l'Occident en Afrique. Madame l'ambassadrice, si vous avez une once de respect pour les Africains que vous dites aimer, changez de musique. C'est insultant de penser que les jeunes Africains ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, qu'ils auraient besoin des Russes, des Chinois, des Turcs ou des Iraniens pour se faire une opinion, qui ne sont bons qu'à répéter les idées qui leur sont suggérées par Moscou, Pékin, Téhéran ou Ankara. C'est infantilisant, madame l'ambassadrice. C'est risible, irréaliste, lorsque l'on sait que les médias qui dominent de façon quasi monopolistique l'Afrique sont des médias occidentaux, avec l'avantage de parler les langues officielles, anglais ou français. Partout dans nos pays, ils sont omniprésents et écrasent la concurrence de façon insolente. Ça n'a aucun sens d'imaginer que ce soit ceux qui possèdent les médias les plus puissants sur le continent qui dénoncent la propagande. Il faut que l'on travaille avec les médias locaux, s'appuyer sur des médias locaux et s'assurer que les messages que nous voulons faire passer puissent passer dans des langues en utilisant les radios communautaires, en utilisant les langues communautaires. C'est extrêmement important. Et comble du ridicule, la même dame qui dénonce la propagande évoque celle qu'elle a élaborée en Afrique et dont elle est si fière, celle qui va rehausser l'image de la France auprès des Africains. Je crois que la première des ripostes, c'est le narratif positif. À partir du moment où vous avez donné ce narratif qui est positif, que vous faites douter, vous allez créer une dissonance cognitive où les gens vont se dire « je veux bien qu'on me dise que la France, c'est des méchants ». Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait cette autoroute, c'est qu'ils ont permis d'avoir de l'électricité dans cet hôpital, c'est qu'ils financent des associations et des artistes, ils font ceci. En fait, tout ce que je vois concrètement, c'est que la France nous aime et nous aide. Donc je veux bien ce narratif qui consiste à dire la France c'est des méchants, mais ce n'est pas ce que je constate moi sur le terrain. Et c'est beau que c'est mignon ce nègre qui marche dans cette propagande des temps anciens. Je pense, ma pauvre Lucette, que vous vous trompez d'époque. Ne constatez-vous pas que c'est tellement infantilisant que ça devient insultant? Vous continuez ainsi inconsciemment de réduire l'Africain à celui qui attend qu'on lui offre gracieusement des routes, des hôpitaux, des écoles, qui attend de l'aide de la France, qui pense que la France est généreuse et veille sur lui. Un discours aux antipodes de la réalité et de ce que pense la jeunesse africaine. Chacun est désormais conscient qu'il n'existe pas d'aide ou d'amitié entre États. Il n'existe que des intérêts. Les Africains sont désormais bien au courant. C'est pourquoi ce fossé se creuse entre la jeunesse africaine et la politique française. Ce type de discours est dévastateur. Ce qu'ils attendent, les jeunes Africains, c'est un discours de vérité, un langage différent de celui qu'on a servi aux gens de ma génération. Alors, peut-être que nous devons, pour gagner du temps, dire clairement, directement, ce qui explique le recul de l'Occident en général en Afrique, et celui de la France dans le cas d'espèce. Si vous n'en prenez pas conscience, vous pourrez toujours multiplier les boucs émissaires avec les mesures de rétorsion sans avancer. Et vous serez supplanté plus que jamais sur un terrain où vous étiez pourtant largement en avance et favoris. Les griefs sont nombreux. Il faut avoir la sagesse, l'humilité de les écouter.
Je ne vais pas revenir longtemps sur les principales qui ont encore des conséquences désastreuses, même si certains intellectuels du Nord estiment que c'est de l'ordre du passé. La traite négrière et la colonisation. À votre avis, ce sont les propriétaires d'esclaves ou les esclaves qui ont été indemnisés après l'abolition de l'esclavage? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Oui, après l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. L'Empire français perd alors près de 250 000 esclaves dans ses colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, au Sénégal et à Madagascar. Mr. Langley, can you talk about why we care about what's happening in Africa right now? I mean, what if you tell the American taxpayer, why are we there? Why are we spending the money we're spending there? Thanks for the question, Senator. For access and influence. I'd say that a number of countries are at the tipping point of actually being captured by the Russian Federation. Vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres, qui a fait entre 200 et 500 millions de déportés, de morts. La colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique. Aujourd'hui, le néocolonialisme, vous nous dominez sous tous les rapports, vous nous exploitez sous tous les rapports économiques, culturels, politiques, diplomatiques, militaires. Et vous prétendez que notre bonheur, c'est ce que vous nous dites. Or, dans la pratique, vous avez toujours fait le contraire. Et vous, franchement, dans ce domaine, nous n'avons pas à recevoir des leçons de ceux qui prétendent être démocrates, mais qui ne le sont pas, de notre point de vue. En tout cas, par rapport à nous. Ils n'ont jamais été démocrates et ils ne le sont pas. Alors, laissez-nous trouver en toute liberté, parce que soyez convaincus que nous aussi nous aimons la liberté. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Moi, je suis né après toutes les décolonisations. Et on ne peut pas dire que le continent africain, c'est formidable, c'est un continent très jeune. 70% de ce continent est né après les décolonisations, même plus que 70%. Et continuer à avoir un dialogue complètement complexé par le post-colonialisme. C'est une manipulation, il faut quand même être lucide. Nous, on ne doit pas tomber du côté de la facilité, des habitudes d'un post-colonialisme qu'on a nourri après colonisation, il faut être lucide, mais avec lequel on a rompu. Évidemment, dans ce débat, on a tendance à dire « oublions le passé », ce qui est impossible, parce qu'il y a toujours ce devoir de mémoire que nous avons, qui est souvent qualifié par de l'hypersensibilité, ce n'est pas le cas. Solzhenitsyn dit « les Allemands et les Russes ont récupéré plus facilement après la chute du totalitarisme que les colonisés après la chute de la colonisation. » Et pourquoi ? Parce que l'identité culturelle des Russes, l'identité culturelle des Allemands, sous le totalitarisme, n'était pas niée. C'était au contraire exalté, déformé, mais exalté. Tandis que dans les pays coloniaux,
c'est l'identité culturelle qui est niée. Un autre facteur au-delà de la démographie qui est très important qu'il faut intégrer, c'est qu'aujourd'hui, dans une société connectée, dans un monde connecté, l'Afrique est totalement connectée. Elle est connectée, vous voyagez en Afrique, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc il y a un flux d'informations qui permet à chaque Africain déjà de nourrir sa réflexion et d'aller contester le discours officiel français. La décolonisation des années 60, à part le cas de la Guinée, n'a pas été une vraie rupture. Mais aujourd'hui, on est dans une rupture systémique et qui s'explique en partie par le facteur démographique. Tout le monde oublie la démographie, mais... Le passif est lourd, Madame l'ambassadrice Havé, et la liste est longue, beaucoup trop longue pour que l'on puisse ici en faire un inventaire succinct. Et ce que reproche la jeunesse est que le néocolonialisme, je sais que vous n'aimez pas ce vocable, mais le néocolonialisme se poursuit avec plus d'ardeur encore, malgré les discours. L'Occident doit justement commencer par comprendre que ces valeurs ne doivent pas être imposées aux autres. Il doit comprendre que les Africains, comme le reste de la planète, ont le droit de concevoir leur propre modèle. Le fait que l'Afrique aujourd'hui est mondialisée, il y a une ruée vers l'Afrique, et la position de la France, évidemment, est aujourd'hui beaucoup plus relative. L'Afrique n'a guère besoin de tutorat, de maîtres qui dictent ce qu'elle doit penser ou faire. C'est le principal grief qui explique le recul de l'Europe, des États-Unis d'Amérique et celle de la France. Cette propension à imposer leur point de vue aux autres. La jeunesse africaine n'en veut pas. Et n'a pas besoin de la propagande russe pour le comprendre. Cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. L'Occident a accumulé les erreurs et les provocations et les maladresses. Nous, occidentaux, nous avons confondu hégémonie et universalisme. Au prétexte que nous étions hégémoniques, nous avons dit nos valeurs sont universelles. Donc nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier, de l'Afrique en particulier, sauf que l'Afrique ne l'accepte plus. Et cette position de surplomb, il va falloir l'abandonner. En fait, on a gardé un système qu'on a fossilisé pendant que l'Afrique évoluait. Mais elle n'a pas évolué du jour au lendemain. C'est-à-dire que de plus en plus, ce système qu'on appelle la France-Afrique, avec le franc CFA, les bases militaires, les armées qui interviennent à chaque fois qu'il y a un problème de sécuritaire, ce système était de moins en moins compris. Mais enfin, ça n'a pas daté de hier. Ça a explosé récemment, on peut le dire. Mais il fallait que cette Est-ce qu'il y a une responsabilité d'Emmanuel Macron? Oui, c'est une responsabilité de François Hollande, de Sarkozy, de François Hollande et aussi de Emmanuel Macron de n'avoir pas compris ces évolutions et de ne pas avoir piloté la politique africaine pour l'adapter. De toute évidence, il fallait supprimer le franc CFA parce que c'est une compétence souveraine, les questions monétaires. Il fallait fermer sans doute certaines bases militaires. Il fallait aussi communiquer autrement. Il fallait se comporter autrement aussi. Il ne fallait pas garder Barkhane avec une armée française occupant pratiquement le Mali pendant près de 10 ans. C'était forcément incompris par la population, surtout si cette armée française se substitue à l'armée locale, si elle communique seule comme en terrain conquis. Toutes ces erreurs accumulées, toutes ces maladresses ont fini par faire exploser les choses au Mali et par contagion dans les autres pays de la région aussi. On ne comprend pas ce qui est la période de post-colonial 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 90, il y avait un système intégré politique, militaire, financier français qu'on appelle, pour faire court, la France-Afrique. La France a cru qu'on pouvait poursuivre un peu, rester comme ça. Tout le monde regardait la réunification de l'Allemagne, personne regardait l'Afrique se mondialiser. On parle de la Russie, mais vous avez la Turquie, vous avez le monde entier en Afrique. Et la France est toute surprise de voir que sa coopération, on n'en veut pas forcément, etc. Et vous avez cet anachronisme refoulé africain qui fait en disant maintenant on veut d'autres partenaires, c'est tout. J'en peux plus de ce discours de nos valeurs, hein, nos valeurs que nous voulons imposer au monde entier, nos valeurs. Mais bon, on ne fait pas la guerre simplement pour ces valeurs, sauf quand on vient chez vous essayer de vous imposer les valeurs des autres. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les Occidentaux sont dans un péché d'orgueil? Apolline de Malherbe, les Occidentaux doivent ouvrir les yeux sur l'ampleur du drame historique qui se joue devant nous pour trouver les bonnes réponses. Les grandes puissances, ceux qui maintiennent, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont les moyens, estiment que ce n'est pas une priorité pour nous. Alors là, ça revient souvent, Monsieur le Président. C'est pas que ça revient souvent. La réalité, c'est cela. I think this notion of international rules is very comfortable for some people to use when it suits them. But they don't believe in international rules when it doesn't suit them, because they don't apply international rules or law equally in all circumstances. So you can't say, because Ukraine has been invaded, that suddenly sovereignty is important, but it was never important for Palestine. It's very peculiar.
If you believe in international law truly, then wherever sovereignty is infringed, it must apply. And this is the point we've been making, that we use the framework of international law unequally, depending on who is affected. And we are arguing that that must change. See, that's where international law begins to mean nothing. Because for some, we see it as a cheating, and for others, we see it as a benefit. Mais comme dit un des plus grands chanteurs congolais, Ferregola, vous pouvez emprisonner mon corps, mais jamais vous ne dominerez mon esprit. Ce que la jeunesse africaine refuse avec force, c'est de faire encore de nos pays le terrain d'affrontements idéologiques et militaires des grandes puissances. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. C'est dit, sans ambiguïté et de façon très officielle. Les subsahariens n'ont plus envie d'être dans tel ou tel camp, d'être obligés de servir la cause de telle ou telle puissance qui ne les concerne pas, avec la condescendance qui accompagne l'injonction. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas ? Que ce soit des régimes autoritaires ? C'est quoi la démocratie ? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça ? Non, je ne le sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts ? Donc, il va falloir qu'on transforme cette manière de nous regarder, qui doit être basée sur de l'équité, et c'est pas le sentiment qu'on a plusieurs siècles après dans notre relation. Ce que les Africains reprochent à la France et aux États-Unis, c'est aussi cette propension à s'ingérer dans toutes les affaires intérieures, cette vieille tradition de choisir, de nous imposer les chefs qui leur soient dévoués, les chefs qui travaillent plus pour leurs intérêts que pour ceux du pays. On espérait que le modèle du général de Gaulle, qui mettait un David Dacko dans une caravelle avec des soldats français pour aller en Centrafrique renverser Bokassa, était terminé. On espérait que les méthodes du sulfuré Jacques Foccart, qui refaisait le régime au sud du Sahara au gré des intérêts de Paris, étaient révolues. Malheureusement, non. Elles se poursuivent. Le président français souhaite me parler. Il a dit qu'il a 3 personnes qui sont ses gens et qui sont de bonnes personnes. Un peut être le président de transition et un autre peut être le Premier ministre. Il a demandé si je peux seulement sortir pour faire une déclaration dans laquelle communiquer les noms du président et du Premier ministre afin de formaliser tout ça. J'ai répondu « Cela est hors de question, les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. » Je me souviens ce jour-là, il m'a dit d'être compréhensif. Il a dit que quand il disait quelque chose à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, celui-ci répondait qu'il allait y réfléchir et qu'Ibeka est resté dans les réflexions jusqu'à ce qu'il parte. Donc, qu'il faut que, moi, je cesse cela. J'ai répondu « Non, cela est hors de question. Les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Nous ne nous sommes pas entendus. Il est parti de son côté, je suis parti de mon côté. » Ceci a le mérite d'être clair. Et même ceux qui n'ont pas une affection particulière pour le colonel Assimi Goïta du Mali ne peuvent qu'approuver sa réaction. Les interventions comme celle-là sont quotidiennes. Et la jeunesse africaine ne l'accepte plus. Ce qu'il faut intégrer, c'est que pour les autres, notamment les anciennes puissances coloniales, je ne sais pas s'il faut parler d'anciennes, parce qu'elles restent quand même des puissances coloniales, ces puissances impérialistes, l'Afrique est leur marché. L'Afrique est à leur disposition. C'est pour ça que vous verrez que tout le monde se bat aujourd'hui pour avoir sa part d'Afrique. L'Asie, qui était au même niveau que l'Afrique il n'y a pas longtemps, se bat pour avoir sa part d'Afrique. La Russie se bat pour revenir en Afrique. Donc l'Afrique est devenue aujourd'hui comme une sorte de gâteau mondial à la disposition des autres puissances qui, eux,
ont compris où se situent leurs intérêts. On n'est plus très loin de Berlin. C'est pas parce qu'on n'est plus dans les mêmes schémas caricaturaux, mais vous verrez aujourd'hui, en termes géopolitiques, qu'on est en train de se repartager l'Afrique avec des nouveaux acteurs. Donc voilà le schéma de base. Forme de montée du politique du ressentiment qui se nourrit ici de l'anticolonialisme réinventé ou fantasmé, là d'un anti-occidentalisme instrumentalisé, la dénonciation d'un double standard. Il n'y a aucune raison que la présence française en Afrique demain soit militarisée. On ne peut pas être la seule puissance au monde qui n'aurait plus de politique en Afrique. Ça serait grotesque. On ne va pas passer d'un extrême à l'autre. Mais il n'y a pas de raison que ce soit sous cette forme militaire. Donc il faut tout remettre à plat. Il y a en Afrique un profond ressentiment vis-à-vis de la France, une profonde suspicion qui est nourrie par un certain nombre d'éléments et au premier chef, bien sûr, la relation postcoloniale de ces pays africains avec la France. Tout cela a été activé dans les dernières années par la militarisation de notre politique, depuis l'intervention française en Libye en 2011, puis les interventions au Mali et au Sahel. S'y ajoute par ailleurs le sentiment souvent d'un double discours. On le voit sur la démocratie, puisque le traitement réservé aux États n'est pas le même selon qu'on est le Tchad ou que l'on est le Mali ou la Guinée. Et il y a par ailleurs du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux poids deux mesures, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est et un désintérêt relatif pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. C'est qu'on ne voit aujourd'hui en Afrique, quand on est étudiant africain, quand on est responsable africain, quand on est de quelque État que ce soit, on ne voit qu'une chose, c'est la présence militaire de la France et la présence financière de la France à travers le CFA. Cette présence-là, il convient aujourd'hui de faire en sorte qu'elle ne soit pas dominante et que notre politique ait d'autres objectifs, d'autres buts et qu'elle apparaisse comme davantage respectueuse des pays d'Afrique. C'est ce qui fait la force de tous les États qui aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, la Turquie, le Japon, la Chine, le Brésil et bien d'autres. Les attributs de la souveraineté depuis 20 siècles, c'est de pouvoir battre monnaie. Si quelqu'un bat monnaie à votre place, vous lui êtes subordonné, vous n'êtes plus rien. Aujourd'hui, dans une société connectée, dans un monde connecté, l'Afrique est totalement connectée. Elle est connectée, vous voyagez en Afrique, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc il y a un flux d'informations qui permet à chaque Africain déjà de nourrir sa réflexion et d'aller contester le discours officiel français. Ce que n'acceptent plus les Africains, c'est aussi cette propension à vouloir leur imposer des partenariats, à leur dire avec qui ils doivent ou non commercer, à un moment où ils ont conscience que l'avenir du monde, c'est eux. Mais le sentiment qu'il y a sur le sol africain, par les élites, les nouvelles élites, par les jeunes, c'est que finalement, est-ce que ça en vaut la peine, plusieurs siècles après, qu'on soit dans une relation qui n'a pas produit ce qu'elle avait, qui était au départ une relation violente d'ailleurs. Il faut accepter qu'ils aient une pluralité de partenaires stratégiques. À défaut, nous précipiterons une évolution que nous dénoncerons peut-être avec véhémence. En réalité, les autorités occidentales en général, et françaises en particulier, savent pourquoi elles font l'objet d'un rejet de la jeunesse africaine. Il faut arrêter la diversion. Si le but réel de votre mission, Madame l'ambassadrice, est d'améliorer les relations avec le Sud global, notamment avec l'Afrique, vous avez là un patchwork, un petit assortiment de griefs adressés à vos administrations. Ils sont simples et logiques. Chercher des auteurs, des activistes, des suppôts du Satan russe, chinois ou iranien qui seraient les responsables de ces désamours est juste ridicule. Voir dans ce recul le fait de la propagande russe est absurde. Les authentiques panafricains qui étaient Nkrumah, Sékou Touré doivent se retourner dans leur tombe de voir que le terme qui était une belle idée d'unifier l'Afrique est utilisé aujourd'hui pour des gens qui n'ont comme seul discours que l'anti-France. C'est drôle pour une personne de mon âge d'écouter une autorité française définir Sékou Touré comme un authentique panafricain. Lui qui a été combattu, puni, son pays déstabilisé par Paris, qui le considérait comme un indécrottable dictateur à la solde de Moscou.
Paris a déployé tous les moyens pour le renverser, au point même de fabriquer de faux billets de banque pour faire tomber son économie. Aujourd'hui, il est reconnu comme un panafricaniste. Ça laisse un peu d'espoir à certains jeunes qui sont pourchassés aujourd'hui. Peut-être que dans une vingtaine d'années, on leur reconnaîtra un certain mérite. Mais à la vérité, est-ce que cette jeunesse attend de la reconnaissance d'une personne qui n'en a pas les compétences et les prérogatives? Ce qu'elle attend, c'est le respect. Ce qu'elle refuse, c'est le mépris. Ce qu'elle réclame, c'est le partenariat d'égal à égal. C'est la fin de l'ingérence, c'est le respect de sa souveraineté. Ce qu'elle refuse, c'est cette propagande qui voudrait qu'elle soit anti-occidentale. C'est une ineptie, puisque l'on n'a assisté nulle part au sud du Sahara à une chasse à l'homme blanc. On n'a assisté nulle part au sud du Sahara à une organisation qui s'en prend aux Occidentaux. Même au plus fort de la crise entre Paris et Bamako, ou entre Paris et Niamey, on a vu s'en prendre aux ressortissants français sur place. Certains ne souhaitaient même pas quitter le territoire. Les choses n'ont guère changé. Alors comprenez et assumez le fait qu'il s'agit de la dénonciation d'une pratique politique et non du rejet de tel ou tel peuple. Le Toulousain ou le Montpellierin, le Texan ou le New-Yorkais n'ont aucune raison d'être détestés ou rejetés en Afrique pour les choix politiques contestables et iniques de leur politique. Comprenez que l'Africain, plus au courant pendant ce temps, défende les intérêts de son peuple. C'est aussi simple que cela. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Chacun de juger. Nous, pendant ce temps, on essaie de repenser l'Afrique. Et je conseille à ceux qui veulent en savoir plus de s'intéresser à l'immense travail qui se fait au sein de Mansa. Visitez les plateformes si vous souhaitez en savoir plus. Devant, c'est maïs. En face, c'est maïs. En face, c'est maïs. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube Alain Foka Officiel qui compte de plus en plus d'abonnés. Mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Surtout que les cybercriminels sont de plus en plus actifs et rivalisent d'ingéniosité pour s'approprier le travail des autres. Ils n'éprouvent aucune gêne à brouiller notre message. Depuis l'annonce de l'arrivée imminente de notre chaîne Afromédia, se sont multipliés les nombreux faux comptes. Je souhaite vous mettre en garde contre ces comptes qui ne nous engagent pas, qui ne sont pas les nôtres, que je vous demande de dénoncer. Je voudrais également vous informer que les différentes plateformes de notre chaîne Afo sont désormais disponibles. C'est-à-dire le site internet avec sa web TV, les applications Android et iOS que vous pouvez d'ores et déjà télécharger en attendant notre lancement officiel dans quelques mois. Pour faire simple et ne pas se tromper, avec votre smartphone ou votre tablette, comme au restaurant, scannez le QR code et vous entrerez directement dans l'univers Afo. Nous vous y attendons, parce que c'est un tournant dans notre aventure en commun. La date officielle de lancement vous sera bientôt communiquée, c'est promis. Rejoignez dès à présent l'univers Afo, celui qui vous propose le narratif africain. Sans complaisance, mais sans condescendance.